But there are people who do not believe that you should serve out this term of office given your behavior in office. There are people who believe that you ought to be impeached, you ought to be convicted, and you ought to be removed. I am one of the people. To a reckless, ruthless, lawless president, indicating that your time in office as a reckless, ruthless, lawless president. Certaines initiatives prises au Congrès se distinguent non seulement par leur contenu, mais aussi par la manière dont elles redéfinissent déjà les limites du processus institutionnel lui-même. Le 20 janvier 2026, à 9h32, une session extraordinaire s'est ouverte à la Chambre des représentants, à Washington, avec un seul point à l'ordre du jour, l'introduction formelle de nouveaux articles de mise en accusation contre Donald Trump. La convocation, justifiée par une situation institutionnelle exceptionnelle, a réuni 147 parlementaires signataires, dont 30 et un républicains, qui ont présenté un document de 134 pages accusant le président d'entrave à la justice, d'intimidation de témoins et de complot, en vue de frauder les États-Unis. C'était la 3e fois que le Congrès agissait en ce sens, mais la première fois que les faits décrits dépassaient le stade de l'enregistrement historique et s'entremêlaient avec des événements juridiques encore en cours et une candidature active à la présidence. L'impact de cet épisode ne s'est pas limité à ce qui s'est passé dans la salle à ce moment-là. L'introduction des articles a déclenché une série de mécanismes simultanés, judiciaires, législatifs et électoraux, dont le fonctionnement combiné crée un scénario sans précédent pour la démocratie américaine contemporaine. L'ensemble des facteurs qui ont conduit à la convocation de cette session extraordinaire a commencé à se former au cours des semaines précédentes, avec le rejet définitif par la Cour suprême des allégations d'immunité présidentielle faites par Trump dans différentes affaires. Ce rejet a été accompagné de décisions de tribunaux fédéraux qui ont reconnu des comportements obstructifs, de sanctions disciplinaires infligées à l'équipe juridique de Trump et de l'activation, au Sénat, de résolutions de disqualification constitutionnelle. Le mouvement à la Chambre intervient donc en réponse à une accumulation d'événements qui ont mis à rude épreuve les limites opérationnelles entre les fonctions d'enquête du pouvoir judiciaire, les dispositifs constitutionnels du pouvoir législatif et la temporalité du conflit électoral. L'accusation formelle présentée par les députés s'inscrit dans ce contexte, avec l'objectif déclaré d'offrir une réponse institutionnelle avant que le processus électoral n'atteigne sa phase décisive. Le contenu des articles introduits présente des éléments qui diffèrent des précédentes procédures de destitution. La première accusation, d'entrave à la justice, s'appuie sur des registres des tribunaux fédéraux qui décrivent des tentatives systématiques d'ingérence dans les enquêtes, par la destruction de documents, l'utilisation d'influences politiques et des attaques publiques contre les organes chargés des enquêtes. La deuxième, pour intimidation de témoins, s'appuie sur des interceptions autorisées par la justice, des transcriptions de dépositions et des rapports faisant état d'une communication coordonnée entre les conseillers de Trump et des témoins stratégiques. La troisième, pour conspiration, détaille les actions visant à subvertir le processus de certification électorale, depuis les pressions exercées sur les autorités étatiques jusqu'aux manœuvres internes visant à empêcher le transfert régulier du pouvoir. Chacune des accusations est étayée par une série d'événements documentés, avec des dates, des noms, des registres officiels et des liens directs entre les comportements et les effets institutionnels. Un aspect central de ce nouvel épisode est la simultanéité des procédures dans différents domaines. Alors que la Chambre introduit les articles, le Sénat attend toujours des décisions judiciaires sur la constitutionnalité de la disqualification imposée par une résolution antérieure, et le pouvoir judiciaire fédéral se prépare à entamer le procès pénal pour ingérence électorale qui doit débuter dans 3 semaines. Cet enchevêtrement de procédures crée un environnement dans lequel les décisions institutionnelles interagissent directement avec le calendrier politique, remettant en question les frontières traditionnelles entre la responsabilité juridique et la dynamique électorale. En outre, des États tels que le Michigan, le Colorado et le Maine ont déjà annoncé qu'ils attendaient en l'issue de ces procédures pour déterminer l'éligibilité de Trump aux primaires, tandis que d'autres indiquent qu'ils poursuivront son inclusion jusqu'à ce qu'une décision judiciaire définitive soit rendue. Cela renforce le caractère distributif de la crise. Différentes parties du système fonctionnant dans l'incertitude juridique et l'urgence institutionnelle.
la session du 20 janvier a comporté un autre élément inhabituel. La présentation bipartisane des articles, faite par Jamie Raskin, démocrate du Maryland, et Liz Cheney, républicaine du Wyoming. Cette composition visait à donner à l'action une dimension institutionnelle plus large, non pas comme une rupture avec le système, mais comme une tentative de le réarticuler face à un ensemble d'événements considérés comme critiques. Cheney, qui avait déjà perdu du terrain au sein de la direction républicaine après son intervention au sein de la commission d'enquête sur les événements du 6 janvier, a choisi de reprendre le devant de la scène avec un discours dans lequel elle a associé la défense de la Constitution à un impératif historique qui transcende les préférences partisanes. Raskin, pour sa part, a souligné que le contenu des accusations repose non seulement sur des interprétations politiques, mais aussi sur des documents officiels validés par les tribunaux fédéraux au cours des 18 derniers mois. La procédure adoptée par la Chambre prévoit que la Commission de la Justice commence les audiences dans les 7 jours, avec une durée initiale prévue de 10 sessions. La défense de Trump a été officiellement invitée à participer, avec le droit de présenter des preuves, de convoquer des témoins, de contester des preuves et de faire des déclarations d'ouverture et de clôture. Les garanties procédurales établies ont été conçues pour soutenir une éventuelle révision judiciaire et visent à éviter les accusations de restriction de la défense ou de persécution institutionnelle. Le calendrier prévoit que, si la commission recommande la poursuite de la procédure, le vote en séance plénière pourra avoir lieu entre fin mars et début avril. S'il est approuvé, le dossier sera transmis au Sénat, qui devra procéder au jugement politique, avec possibilité de disqualification à la majorité simple après une éventuelle condamnation à la majorité des 2/3. En suivant des événements comme celui-ci, la chaîne cherche à offrir non seulement des informations actualisées, mais aussi un contexte structuré et une analyse continue des dynamiques institutionnelles qui façonnent l'évolution du système démocratique. Ce suivi permet d'observer les points d'inflexion qui passent souvent inaperçus au milieu du flot d'événements. À partir de là, les développements exigeant de prendre en considération non seulement les termes de la nouvelle demande de destitution, mais aussi la manière dont elle s'inscrit dans l'architecture institutionnelle actuelle et la met à rude épreuve. L'introduction d'articles contre un président qui brigue activement un nouveau mandat remet en cause des limites constitutionnelles qui n'ont pas encore été suffisamment testées devant les juridictions supérieures. Il existe des fondements doctrinaux qui soutiennent la légitimité de la procédure sur la base de la fonction de disqualification future, expressément prévue dans la Constitution. Mais il existe également des interprétations qui voient, dans l'absence de mandat en cours, une limitation implicite à l'applicabilité de la destitution. La jurisprudence qui guide ce point est encore rare. La décision du Sénat, en 2021, de juger Trump même après la fin de son mandat, a créé un précédent fonctionnel, mais n'a pas éliminé les doutes juridiques. Lors de cet épisode, une partie des sénateurs a voté contre la poursuite du procès sur la base de cet argument, ce qui montre que la question reste ouverte et que la nouvelle tentative sera nécessairement analysée sous de multiples angles interprétatifs. C'est dans ce contexte que la démarche de la Chambre des représentants revêt une complexité particulière. Non seulement elle fait revivre un instrument constitutionnel dans une situation atypique, mais elle le fait à un moment où d'autres voies de responsabilité sont simultanément activées. Le chevauchement entre la destitution, le procès pénal et les litiges d'inéligibilité crée un scénario dans lequel différents mécanismes peuvent conduire à des résultats partiellement redondants, mais juridiquement distincts. Un éventuel vote du Sénat en faveur de la destitution et de la disqualification de Trump rendrait en théorie inutile la poursuite des procédures dites fondées sur la section 3 du 14e amendement. D'autre part, la persistance de ces litiges parallèles indique que le système ne dispose pas encore d'une voie consensuelle pour traiter le cas d'un président qui combine plusieurs vecteurs de responsabilisation tout en se présentant aux élections nationales. Le système juridique et politique des États-Unis, traditionnellement fondé sur la séparation fonctionnelle et la présomption de stabilité institutionnelle, se trouve désormais confronté à la nécessité de produire des réponses face à un contexte de simultanéité dysfonctionnelle. Cette convergence aide à comprendre pourquoi la présentation des articles a été accompagnée de réactions distinctes, même au sein des partis et des commissions. Les dirigeants républicains à la Chambre ont choisi de ne pas empêcher le travail de la commission judiciaire, bien qu'ils aient exprimé publiquement des doutes sur la constitutionnalité de la procédure. Au Sénat, Chuck Schumer a indiqué qu'il y aurait un procès si la Chambre approuvait la destitution, ce qui montre une volonté institutionnelle de soumettre la question
à l'examen formel de la plus haute instance législative, indépendamment du poste actuel de l'accusé. Cette décision a des implications importantes pour la doctrine constitutionnelle, car elle renforce l'idée que le jugement politique ne se limite pas à l'exercice actuel du pouvoir, mais peut être utilisé pour empêcher la reprise de fonctions publiques par des personnes dont la conduite est jugée incompatible avec les principes de la fonction. À partir de ces signaux, l'environnement politique a commencé à se réorganiser autour de blocs d'interprétation qui ne coïncident plus avec les lignes partisanes traditionnelles. Une partie des parlementaires républicains qui cosignent les articles de destitution sont en fin de mandat et ne se représentent pas aux élections, ce qui réduit les coûts politiques immédiats de la dissidence. D'autres représentent des circonscriptions où Trump fait face à une résistance significative de la part de l'électorat local. Mais il y a aussi ceux qui, même s'ils font partie de bases conservatrices, ont choisi de soutenir la mesure, estimant que l'ensemble des preuves accumulées ces derniers 6 mois atteint un seuil institutionnel qui exige une réponse du Congrès. Cette diversité de motivations compose un scénario dans lequel les alliances se forment davantage en fonction de l'évaluation des risques systémiques que de la fidélité partisane. La Commission de la Justice, quant à elle, a structuré son calendrier d'audience en fonction de la nécessité d'équilibrer rapidité et rigueur procédurale. Des sessions sont prévues avec des experts en droit constitutionnel, des juristes ayant participé à des procédures de destitution antérieures, des témoins dont les déclarations ont été versées au dossier et des représentants de la défense de Trump. La formalisation de l'invitation à la défense comprenait le droit de présenter des preuves documentaires, de convoquer des témoins et de s'exprimer oralement à tous les stades de la procédure. Cette structure répond aux critiques antérieures concernant la limitation de la participation de la partie accusée et vise à garantir que, quelle que soit l'issue, la procédure ne soit pas remise en cause pour vice de forme. Le comité a également adopté une règle spécifique de délibération. À la fin des sessions, un rapport sera rédigé avec le vote de la majorité et la déclaration de la minorité, qui sera soumis à l'Assemblée plénière avec une recommandation favorable ou défavorable à la poursuite de l'affaire. Les pièces jointes aux articles contiennent, outre les documents judiciaires déjà mentionnés, des avis techniques rédigés par des analystes législatifs, des transcriptions d'audiences publiques et privées, des extraits de décisions qui font état de pressions répétées sur des témoins et de tentatives d'ingérence directe dans les procédures d'enquête. Une partie des éléments a été obtenue grâce à la collaboration d'anciens conseillers de Trump qui ont conclu des accords avec le ministère public fédéral, ce qui confère au rapport un poids juridique supplémentaire. Ces données ont été classées par ordre chronologique, en commençant par les événements de novembre 2020 et jusqu'au premier jour de janvier de cette année. L'objectif déclaré des parlementaires responsables du texte est de démontrer la continuité et l'actualité du comportement décrit, renforçant ainsi la thèse selon laquelle il ne s'agit pas de faits isolés ou appartenant à des cycles politiques passés. En proposant une analyse approfondie, la chaîne réaffirme son engagement à privilégier une couverture contextualisée et une compréhension progressive des mouvements institutionnels. À chaque nouvelle étape, l'importance de maintenir cette vigilance devient plus évidente pour comprendre non seulement ce qui se passe, mais aussi comment et pourquoi certaines limites sont mobilisées. Il existe des interprétations divergentes quant à la portée juridique et institutionnelle du mouvement lancé par la Chambre. Pour un groupe de constitutionnalistes, le processus actuel ne constitue pas une simple répétition d'épisodes passés, mais un effort d'adaptation du système institutionnel à une situation sans précédent. Un ancien président qui, bien que formellement démis de ses fonctions, reste au centre de la politique, de la sphère judiciaire et de la scène électorale, mobilisant les structures partisanes et les réseaux d'influence, tout en faisant face à de multiples accusations de comportement qui, selon ces analystes, compromettent les fondements du mécanisme de responsabilité publique. Dans cette perspective, la destitution n'est pas seulement un instrument de sanction ou de révocation, mais la concrétisation d'un principe. Certains types de comportements exigent une réponse formelle du Congrès, indépendamment de l'exercice effectif du mandat. L'argumentation soutient que l'omission législative laisserait sans réponse institutionnelle une série d'épisodes qui, par leur nombre, leur gravité et leur répétition, affectent directement l'intégrité du pacte constitutionnel. En revanche, certains experts soulignent les limites structurelles de l'application de la destitution à ceux qui, au moment de l'accusation, n'occupent pas de fonction publique. Ce courant soutient que le texte constitutionnel mentionne expressément les autorités en exercice, et que l'extension de ce mécanisme aux anciens présidents
crée un précédent problématique. Cette préoccupation ne se limite pas à la situation spécifique de Trump, mais concerne le risque que les futurs congrès utilisent la destitution comme un instrument de contention politique après le mandat. Certains défenseurs de ce point de vue reconnaissent la gravité des faits relatés dans les articles, mais soutiennent que les mécanismes les plus appropriés seraient ceux déjà mis en œuvre par le pouvoir judiciaire ou dans les litiges électoraux, et non le jugement politique. La tension entre ces deux approches reste sans solution définitive, et les débats lors des audiences de la commission judiciaire devraient amplifier la controverse interprétative dans les prochains jours. Le débat s'étend à la viabilité politique du processus. Bien qu'une majorité simple à la Chambre soit possible, le passage au Sénat nécessiterait une majorité qualifiée difficile à obtenir. Les analystes législatifs estiment qu'une partie importante des sénateurs républicains hésite encore à soutenir la mesure, soit pour des raisons électorales, soit parce qu'ils ne sont pas d'accord sur le fond. Dans le même temps, certains signes indiquent que la position de certains parlementaires pourrait être influencée par le déroulement du procès pénal fédéral, s'il produit des éléments qui renforcent la thèse de la responsabilité directe. Cette interdépendance entre les sphères crée un scénario dans lequel les décisions politiques et juridiques s'alimentent mutuellement, sans que l'une détermine nécessairement l'issue de l'autre, et l'absence de hiérarchie claire contribue à prolonger l'incertitude. Un autre point litigieux concerne les effets de la destitution, si elle est approuvée. Il n'y a pas de consensus sur la question de savoir si une éventuelle condamnation au Sénat serait suffisante pour empêcher la candidature de Trump, ou s'il faudrait un vote supplémentaire de disqualification. Une partie de la doctrine estime que cette deuxième étape est nécessaire pour consolider l'inéligibilité, tandis que d'autres soutiennent que la simple condamnation suffirait à satisfaire à l'exigence constitutionnelle. Cette ambiguïté opérationnelle montre que le système est contraint d'opérer dans des domaines peu explorés, avec une tradition jurisprudentielle limitée et un fort potentiel de judiciarisation ultérieure. L'enjeu n'est pas seulement l'avenir politique d'un individu, mais la capacité des institutions à s'adapter à des contextes de pression cumulative. Parallèlement, le scénario électoral avance, avec des primaires en cours et des décisions étatiques prises dans un contexte d'incertitude normative. Dans certains États, les tribunaux attendent les développements de la procédure de destitution avant de se prononcer sur l'éligibilité de Trump, tandis que dans d'autres, son nom reste provisoirement sur les bulletins de vote. Cette mosaïque de décisions met en évidence l'absence d'uniformité nationale sur un sujet qui a un impact sur l'ensemble du système fédéral. La simultanéité des procès politiques, pénaux et électoraux ajoute à la complexité d'un processus déjà très dense sur le plan institutionnel, influençant les stratégies de défense, les articulations parlementaires et les positions qui dépassent le cas immédiat, et entre dans le débat sur les limites entre pouvoir politique et responsabilité publique. Les récentes déclarations de Trump contribuent également à façonner le scénario. Il a décrit la nouvelle procédure de destitution comme une tentative d'ingérence électorale par des voies institutionnelles, reprenant le discours de persécution politique centrale dans sa communication. Pour une partie de sa base, le processus confirme la menace qu'il représente encore, tandis que ses opposants interprètent ses réactions comme une stratégie de mobilisation fondée sur la victimisation. Quelle que soit l'interprétation, l'effet pratique est une polarisation accrue et un déplacement du centre du débat vers les limites entre l'institutionnalité et la rhétorique mobilisatrice. Pour les observateurs extérieurs, les États-Unis sont désormais analysés comme un test institutionnel dans des conditions de pression prolongée. Les analystes consultés soulignent que la convergence de ces facteurs tend à produire un effet systémique encore indéfini. L'utilisation répétée d'instruments exceptionnels, tels que la destitution, dans des contextes de répétition politique, crée un paradoxe. En répondant à des comportements qui menacent le système, elle met également à rude épreuve ses propres limites. Il n'existe pas de solution toute faite à ce dilemme. La manière dont le Congrès, le pouvoir judiciaire et l'électorat traiteront cette imbrication pourrait redéfinir les contours du présidentialisme américain pour des décennies. Pour l'instant, on observe un processus dans lequel chaque étape provoque des réactions immédiates, des repositionnements stratégiques et de nouvelles questions juridiques, ce qui a un impact sur la perception publique de la légitimité et sur la capacité institutionnelle à soutenir des décisions sans rupture. La chaîne continue de suivre ces développements avec attention, offrant une lecture analytique des conflits et des mécanismes institutionnels dans un scénario sans précédent clair. Il est essentiel de suivre ces mouvements pour comprendre ce qui était mis à l'épreuve et ce qui reste, pour l'instant, en suspens.